Salut, c'est Benoît et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes fort et motivé parce que l'on voit ensemble la partie 2 de ma suite de vidéos de comment réaliser son premier investissement immobilier. Dans la vidéo précédente, on a vu la situation minimale financière que l'on doit avoir pour pouvoir donc prétendre faire un investissement immobilier. Et dans celle-ci, on va voir ce qu'on peut en faire un petit peu de cette situation financière-là. La première, c'est de savoir exactement, une fois qu'on a notre salaire, qu'on sait combien on touche tous les mois, qu'on arrive à économiser un petit peu d'argent, etc. Combien est-ce que l'on peut emprunter et quelle est la capacité d'endettement? Qu'est-ce que c'est que la capacité d'endettement? Tout simplement, c'est la marge financière que l'on a grâce à ces revenus qui nous permettent tous les mois de donner de l'argent à la banque. Donc de par exemple pouvoir donner 200 ou 300 euros à la banque pour pouvoir rembourser un emprunt hypothécaire. Comment est-ce qu'on calcule cette capacité-là? Cette capacité-là donc est dépendante de plusieurs facteurs. La première, c'est le revenu du salaire, donc le salaire net. La banque va déterminer que on a entre 1000 et 1200 euros de salaire de survie quelque part. Elle considère qu'en dessous de ces moyens-là, évidemment ça varie suivant la situation familiale que l'on a, si on a des enfants, etc. Donc ça varie et ça varie également d'une banque à l'autre. Mais toutes les banques ont ce minimum-là dans lequel on ne peut pas donc descendre, auquel on ne peut pas descendre pour donner de l'argent à la banque. Donc si on gagne 1300 euros, on ne pourra pas emprunter plus de 300 euros à la banque sur les garanties de notre salaire. C'est ce que j'imagine ici sur la vignette, donc sur un salaire de 1400 euros, si on va emprunter dans une banque qui considère que c'est 1200 euros le minimum en tant qu'isolé, on pourra emprunter que 200 euros sur les revenus qui proviennent de notre salaire. Ensuite, on a également le ratio des 33%. Donc les banques ne peuvent pas prêter plus de 33% de salaire net que l'on a. Ça, c'est de nouveau une théorie, d'une banque à l'autre, évidemment, on peut avoir des dérogations, on peut avoir des arrangements spéciaux. Les banques sont des entreprises commerciales comme les autres, et les conditions d'emprunt peuvent être différentes. Mais il y a cette espèce de condition de 33% qui peut revenir. Donc si à la place d'avoir un petit salaire, vous avez un gros salaire, vous gagnez par exemple 2000 euros, vous ne pourrez pas emprunter 1000 euros pour dans un emprunt, Parce que si vous empruntez 1000 euros dans un emprunt, ok, vous aurez encore les 1000 euros peut-être suffisants de survie de la banque, mais vous allez emprunter plus de 33% de vos revenus et donc la banque n'acceptera pas de vous prêter de l'argent. Vous pourrez emprunter que maximum 666 euros si vous gagnez 2000 euros net sur votre salaire. Alors outre le salaire, la banque prend également donc en garantie, en revenu potentiel les différents loyers que l'on va toucher avec la maison que l'on désire louer. Donc si on achète une maison louée, évidemment les revenus qui sont déjà donc les locataires qui sont déjà dans la maison et qui sont avec les preuves de paiement, la banque sait qu'on risque de toucher donc tous les mois cet argent-là, donc elle va la prendre en considération et en plus de ça avec un pourcentage assez élevé. D'une banque à l'autre, ça dépend. Moi d'après les taux que j'ai pu entendre, on passe de 50 à 80% de prise en considération de ces revenus-là. Évidemment, s'il y a déjà un locataire dedans qui paye déjà le loyer, la banque est plus certaine que on touchera ce montant-là, donc la proportion sera plus élevée que si on achète un bien qui n'est pas encore loué et que l'on parle à ce moment-là d'un loyer donc prévisionnel. Et à ce moment-là, sur un loyer prévisionnel, évidemment, on pourra avoir une blague, on pourra ne pas trouver le locataire, etc. Et donc la banque, elle, prend une quote-part plus faible. Donc c'est ce que j'ai illustré ici. Donc dans les illustrations, ce sont des illustrations plutôt pessimistes que optimistes sur les différentes possibilités bancaires, mais ça donne une idée de comment ça fonctionne. Donc si on achète une maison où dedans, on a un locataire qui paye 500 euros par mois et que la banque prend en considération que 50% des revenus locatifs comme revenus complémentaires en plus des revenus du salaire, à ce moment-là, donc on se retrouve avec 250 euros en plus de capacité d'endettement que les 200 euros de notre salaire. Ça fait que l'on pourra emprunter, donc avec un salaire de 1400 euros et acheter une maison avec un locataire qui paye 500 euros par mois, on pourra emprunter jusqu'à 450 euros tous les mois. Alors évidemment ces 450 euros là, c'est pour ça que j'ai entouré en bleu, suivant les garanties que l'on vient d'apporter en plus, si on a d'autres bâtiments, si on a des personnes qui se mettent garantes également, si on a d'autres hypothèques qui sont ouvertes, etc. Si
voilà, suivant les situations financières dans lesquelles on est et les garanties que l'on peut apporter à la banque, bah, ces capacités, ces règles-là, ces conditions-là peuvent varier et peuvent s'améliorer. Alors ok, c'est bien beau, on sait que on sait plus ou moins combien on peut donner à la banque tous les mois, grâce à notre salaire et grâce à l'argent donc, que le locataire paye tous les mois. Mais qu'est-ce que ça représente ces 450 euros par mois? Combien est-ce qu'on peut emprunter exactement à la banque? Est-ce qu'on peut emprunter 100 000 euros, 80 000 euros, 60 000 euros? Ben ça dépend évidemment de la durée de l'emprunt et du taux d'intérêt que l'on arrive à obtenir auprès de la banque. Donc ici, j'ai mis différentes représentations. Évidemment, les taux peuvent, vous pouvez trouver des taux moins bons, meilleurs, c'est une idée de taux et avec différentes durées. Et là, on voit effectivement que suivant la durée et le taux que l'on obtient, ben, on peut emprunter des sommes vraiment fort différentes. Bon, ici, on passe de 90 000 euros à 70 000 euros par exemple, pour pouvoir faire un investissement immobilier. Donc il faut vraiment, une fois que l'on sait plus ou moins combien on peut donner d'argent à la banque, et en plus d'une banque à l'autre ça change, ben, il faut vraiment réfléchir au type de financement que l'on désire pour l'investissement que l'on désire faire. Donc au moins on a une idée des montants que l'on peut emprunter, donc on a une idée des biens que l'on peut aller visiter, car on saura plus ou moins sur quel montant la banque sera prête à nous suivre si voilà, on a tel revenu par exemple locatif dans le bâtiment. Une fois que l'on sait plus ou moins les montants des maisons que l'on peut acheter par rapport à la capacité d'endettement que l'on a et au montant que la banque est prête à nous prêter par rapport aux durées, on doit connaître quels fonds propres on doit apporter pour pouvoir acheter et faire un investissement immobilier. Alors en Belgique, on a possibilité également, comme en France, de faire des achats à financer à 125%, donc en payant 100% de la maison, mais également en payant une partie des frais de notaire ou même la totalité des frais de notaire. Mais il faut savoir que forcément, pour avoir ces conditions-là, il faut apporter des contreparties assez solides aux banques, et donc ce n'est pas tout le monde et tous les profils qui seront capables de pouvoir donc avoir ce type d'arrangement avec la banque. Néanmoins, ils ont le mérite d'exister et il y a plusieurs formules différentes. Il y en a, par exemple, il y a des banques qui financent les frais de notaire en prêt personnel, par exemple, et pas en emprunt hypothécaire. Donc ça c'est possible aussi, mais c'est uniquement si on a un salaire un peu plus élevé, je veux dire si on a un salaire quand même confortable. Mais voilà, il y a des possibilités, mais il faut bien se dire que si on commence, si on a un petit salaire, si on a une situation financière qui est un peu plus difficile, ben, on va devoir vraiment montrer à la banque qu'on est sérieux en essayant d'apporter un peu plus de fonds propres et en montrant à la banque que nous, on est prêt également à prendre une partie du risque. Donc pour acheter une maison, on doit payer les frais de notaire et les droits d'enregistrement sur la maison que l'on achète. D'une région à l'autre, région Bruxelles-Capitale, Flandre ou Wallonie, les taux sont en train de changer et se diversifier. Alors moi je vais plutôt parler de la Wallonie. La Wallonie c'est 12,5% actuellement. Les droits d'enregistrement à 15% ont été annulés lors de troisième achat. Donc ici c'est toujours 12,5% lorsqu'on désire donc faire un investissement immobilier. Ces droits d'enregistrement là évidemment sont augmentés, donc des frais de notaire, des frais d'inscription hypothécaire, de différents frais, comme l'assurance vie, etc. Donc le montant monte assez rapidement. Moi ici dans la vidéo, comme c'est pas une vidéo uniquement pour décrire en détail, d'ailleurs j'en ai fait une, je vous invite à aller voir en description ou en vignette. Voilà cette vidéo là dans laquelle je décris un peu mieux ce que l'on paye quand on paye le notaire. Ben, je vais parler d'une histoire de 18%. 18% que l'on doit payer sur une maison pour pouvoir l'acheter. Simplement, donc c'est 18% en plus que le prix d'achat. Souvent ce montant là, les banques ne les prêtent pas. Bon, comme j'ai parlé tout à l'heure, si vous arrivez à négocier des conditions, ça existe et c'est possible. Donc de l'autre côté, les banques, voilà comme j'explique, les banques, elles prêtent entre 80 et 100% souvent pour un investissement, surtout si on n'a pas les garanties derrière. Et donc forcément, nous, tout le reste, donc tout ce que la banque ne nous prête pas, on doit l'amener. Donc ici, dans ce que j'ai imagé sur ma gauche, ben, on doit payer 38 000 euros, car on paye 20% du prix d'achat de la maison, plus les frais de notaire et les droits d'enregistrement. Donc à ce moment-là, devoir sortir 38 000 euros, bah, c'est extrêmement compliqué. Moi j'ai réussi, donc j'ai pu avoir du 100% avec une situation financière précaire quand même, et donc c'est possible d'avoir des meilleures conditions que ce que j'explique ici sur la vignette.
si vous avez de la chance et si vous avez vraiment une situation financière qui permet d'apporter des garanties, etc., et que vous arrivez à bien négocier avec votre banquier, vous pourrez peut-être avoir des meilleures conditions que ce que moi j'ai pu avoir. Mais voilà, ce que j'ai représenté ici, c'est le fonctionnement en règle générale des banques. Donc depuis tout à l'heure, je parle un petit peu des banques, mais les banques, qu'est-ce qu'elles sont? En fait, les banques sont des entreprises donc, commerciales qui doivent gagner de l'argent, donc prêtant de l'argent. Alors elles gagnent de l'argent comment? Elles gagnent de l'argent sur les taux d'intérêt évidemment, sur les frais, des fois par exemple de dossiers, etc. Mais également sur les différents services qu'elles peuvent nous vendre lorsque l'on devient client. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de banques qui diminuent les taux d'intérêt lorsque l'on vient mettre par exemple son compte épargne chez eux, qu'on vient domicilier son salaire, ou lorsque l'on prend notre assurance incendie chez eux parce qu'ils font également banque et assurance. Ça permet d'avoir des conditions plus avantageuses que si on ne prenait pas ces différents services-là, parce que ça leur permet de gagner également de l'argent. Ce sont des entreprises commerciales. Donc c'est un partenaire commercial qui nous prête de l'argent et pour lequel ils gagnent de l'argent. C'est très important de le savoir parce que ça permet d'avoir une vision dans laquelle on évoluera beaucoup plus rapidement lorsque l'on sait que le dossier qu'on va apporter à la banque, ça va lui faire plaisir. La banque va aimer le dossier. Si la banque aime le dossier, elle aimera nous prêter de l'argent et nous, ça nous permettra d'évoluer beaucoup plus rapidement. Les banques, lorsqu'elles reçoivent le dossier, c'est une espèce de balance qu'elles reçoivent. Elles se disent, elles veulent gagner de l'argent, ok, mais quels sont les risques du dossier? Alors, les risques du dossier, elles vont les énumérer, elles vont les analyser, elles vont se dire, est-ce que le dossier, on ne risque pas d'avoir des problèmes dessus? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des impayés? Est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de devoir revendre la maison et peut-être perdre de l'argent par rapport à l'argent qu'on a prêté? Et donc, il y a tout ce poids-là. Et ce poids-là doit être contrebalancé par ce que la banque gagne et les conditions qu'elle va nous proposer. D'ailleurs, bien souvent, les banques sont assez frileuses. On pourrait avoir beaucoup de refus de la part des banques si notre situation est trop risquée. Même si on serait prêt, par exemple, notre investissement est rentable et que l'on peut payer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, si la banque considère que c'est trop risqué, elle ne nous prêtera pas de l'argent et on ne pourra pas faire notre investissement. Donc, le seul moyen de contrebalancer, c'est de pouvoir, par exemple, avoir des fonds propres. C'est par exemple avoir des fonds propres pour avoir d'autres personnes qui se mettent en garantie bancaire ou qui mettent un bâtiment en garantie bancaire pour nous aider, pour que la banque, elle, soit certaine, s'il se passe quelque chose, de pouvoir récupérer son argent. Évidemment, le mixte des deux est l'offre que la banque nous apporte, les conditions que la banque nous apporte avec le taux, avec les durées qu'elle peut nous proposer et même le type d'emprunt parce qu'il existe toute une série d'emprunts différents. Si vous avez apprécié cette deuxième partie de comment réaliser son premier investissement immobilier, je vous invite à cliquer en vignette ou en description sur le lien qui va vous permettre de télécharger un petit guide Une vie sans patron, c'est possible, dans lequel il va y avoir toute une série de clés et d'astuces dans le domaine immobilier et dans le domaine du mindset, donc dans le bon état d'esprit, pour pouvoir réussir à évoluer financièrement et à gagner pas mal d'argent dans le domaine immobilier. Soyez forts, à très bientôt, ciao!